Ouais, moi je voulais parler depuis la communauté de ceux qui savent qu'il y a un secret du feu, mais qui savent qu'il est quelque part, mais qui vivent dans des lieux où les pompes funèbres elles sont arrivées depuis longtemps et elles ont enterré beaucoup de choses, y compris la culture, le lien, l'espace. Donc parler aussi depuis l'endroit, aussi de l'urbanité peut-être, de l'exil, de la déculturation, et dire que, enfin, je vais le faire à travers un exemple, l'exemple de Nice par exemple, qui est une ville qui est, je vais employer ce mot-là, qui est le mot colonisé depuis très longtemps, par le marché, par le tourisme, par le béton. Et donc il y a une dépossession totale du pays et du lieu. Et voilà, moi j'aime bien le terme de lieu, un peu, enfin, comme c'est dit dans la pensée du tout monde et de la créolisation. Et que sans lieu, on n'est que des zombies, comme dit Chamoiseau. Et donc on peut vite se retrouver entouré de zombies, enfin de ressentir ça et à chercher ce secret du feu, à se dire il doit bien y avoir quelque chose qui existe, il n'y a pas que ça, c'est pas possible. Et il y a un anthropologue qui disait il y a un petit moment déjà que d'une tradition vivante, on ne parle pas. En fait, une tradition, une transmission, elle se fait et on est dans une ère où la culture est devenue un objet qu'on observe, un objet extérieur, et il y a une prise de conscience de cette perte, il y a une prise de conscience de quelque chose qui nous manquerait. Et donc, c'est ce qui m'intéresse moi en tant qu'anthropologue, parce que bon, personne n'est parfait, hein, je suis une anthropologue. Je trouve justement que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme d'anthropologie spontanée qui existe. En tout cas, je le vois autour de moi, que ce soit chez les musiciens, que ce soit chez des gens qui sont sensibles à l'action dans leur commune, à cette sensibilité-là. C'est de s'emparer de notions et d'idées anthropologiques et de retourner cette idée que d'une tradition vivante on ne parle pas en disant en fait on va inventer une tradition. On va essayer de retrouver des outils et des éléments pour en fait mettre en place un dispositif, quelque chose qui pourrait nous faire toucher ce secret. En fait. Et donc à Nice, il y a eu dans les années 90, aussi dans cette mouvance de carnaval indépendant, de la réappropriation de l'espace public, il y a eu cette idée de créer une tradition. Et ça a été écrit comme ça par des gens d'un quartier populaire de Nice, qui ont dit voilà, qui avaient déjà écrit un manifeste, donc une sorte d'éloge de la fête, et pas de la fête comme divertissement, mais de la fête comme rituel. Un rituel, c'est pas forcément festif, hein, il y a des rites qui imposent des dominations, qui les assoient. Enfin voilà, le rite, c'est une succession d'actes voilà, qui se répètent, et on sait exactement à quel moment on va faire quelque chose et à quel endroit aussi, et ça va toujours être un peu de la même façon. Mais ça peut être aussi justement une base de création, c'est-à-dire on sait exactement ce qui va se passer au même endroit, à la même heure, le même jour chaque année, et donc ça permet tout autour. Et tout le monde peut se repérer assez vite. Et donc dans ce manifeste, il y avait cette idée du rite dans la fête, le rite comme outil dans la fête, et la fête pour se réapproprier l'espace et pour se réapproprier le sentiment d'appartenir à une communauté. Et finalement, tout s'invente. Donc, il y a eu plusieurs fêtes qui ont existé, mais il y en a une qui est devenue une fête traditionnelle. Donc, c'est la Santa Capellina. Elle a lieu tous les 1er mai. Et là, elle a été vraiment pensée. C'était au siècle dernier, hein, du coup, à la fin du siècle dernier, c'est ce qu'on raconte à chaque fois quand les gens arrivent. Oui, c'est une fête qui date du siècle dernier, c'est une fête traditionnelle. Au départ, c'est ce qu'on disait à la police, quand la police intervenait, on dit mais enfin c'est une fête traditionnelle, c'est la Santa Capellina. Ah bon, excusez-moi messieurs, dames, il paraît qu'à l'époque, les années 90, c'était pas comme maintenant, c'était moins répressif.
Mais quand même, Nice est un laboratoire de la répression et du pillage, enfin de la confiscation en tout cas de tout depuis longtemps. Donc c'était quand même très fort. C'était une expression aussi anti-touristique, hein, comme il y aurait eu un téléphérique. Ben, là-bas, c'était tout l'aménagement urbain. Et on disait, non, on va quand même faire quelque chose au milieu de ça. Et ce que ça a créé, c'est déjà une espèce d'accueil des autres. Si vous voulez découvrir Nice, il faut y aller à ce moment-là. Et ça fait revivre en fait une ville qui pensait qu'elle n'existait plus. Et en fait, elle existe à ce moment-là. Elle existe, ou elle a peut-être jamais existé, mais elle existe à ce moment-là. Et donc tout le monde vient avec un chapeau qu'il a fabriqué. Et c'est le symbole du pantail, donc le pantail en occitan, le rêve, l'imagination, l'utopie aussi, et du poisson. Et donc dans le manifeste, il était bien écrit que pour que la fête fonctionne, il faut qu'il y ait à manger, il faut qu'il y ait la commensalité, il faut qu'on mange tous ensemble et qu'on boive tous ensemble, et qu'il y ait la gratuité bien sûr, donc le partage. Donc il n'y a pas du tout d'espace marchand, évidemment. Et cette soupe de poisson, elle va cadrer tous les moments de la rencontre et de l'accueil des gens qui arrivent aussi. Et il y en a tout le temps, tous les ans, des gens nouveaux qui arrivent dans cette fête. Par rapport au secret du feu, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une notion de divertissement. Il y a des gens qui vont venir là pour faire la fête, pour se retrouver avec cette histoire de communauté. Il n'y a pas de programme, il y a un moment ça va jouer, ça va chanter, ça va danser, on ne sait jamais trop. Mais le rite est, on arrive tous avec notre chapeau, avec notre poisson. On fabrique la soupe, comme là par exemple le pain a été fait. Le temps de la cuisson, de passer la soupe, on est là, on boit, on se parle, on se rencontre. On découvre la ville, on raconte l'histoire de la Sainte, qui trône au milieu de la place, qui a été fabriquée depuis 2 jours, qui chaque année change de visage, chaque année change de corps, change de couleur, Elle est très grande hein, quand même. Et quand la soupe est prête, on va en avoir chacun peut-être un gobelet, quelque chose comme ça. Il y en a ici qui ont fait cette fête, qui sont venus. Et c'est le moment où on met les vœux dans la Sainte. Alors on dit toujours, oui, il faut mettre le vœu, il faut mettre le vœu. Vous savez, quand on vous dit, t'as un signe sur la joue, fais un vœu. Voilà, c'est rigolo, c'est un petit rite comme ça, c'est sympa. Et puis là, après, il y a des porteurs. Souvent, donc, ce sont les hommes qui portent la Sainte. C'est arrivé une fois que ce soit les femmes, et une seule fois, c'était historique. La Sainte avait les seins nus, elle était féminine un peu, donc c'était comme ça. Et donc là, les hommes portent la Sainte. Souvent, ce sont des nouveaux. C'est leur première Santa Capelli, mais ils se retrouvent à la porter. Donc, ils ne savent pas combien de temps, ils ne savent pas que ça va durer 1h30. Mais on dit oui, vas-y. En fait, c'est quand même une épreuve. Et là, il y a une procession dans la ville, une ville touristique, hein, où tout est représentation, tout est à vendre. Et là, d'un coup, il se passe quelque chose de fort et où on sent que il y a du feu en tout cas. Il y a du feu. Et on en prend conscience beaucoup à ce moment-là. Ça met beaucoup d'émotions. Et on va jusqu'à la mer, et là, on va emmener la Sainte, on va la mettre au fond de l'eau. Et là, tout le monde ne va pas dans l'eau, parce qu'elle est fraîche, c'est le 1er mai, c'est le premier bain de l'année. Et il faut aussi, c'est là où il y a le secret du feu peut-être de l'eau, c'est qu'on arrive, ceux qui arrivent au bout et au fond de l'eau, sentent quelque chose. Ils sentent là qu'il se passe quelque chose, qu'ils sont allés jusqu'au bout. Et une année, il y a quelqu'un qui avait porté la Sainte, qui s'est retrouvé avec la boîte à vœux ouverte dans l'eau avec tous les messages qui avaient été laissés. Et pour rigoler, parce que c'est quand même, il y a une liesse très très forte, il a commencé à lire des vœux. Et là, c'était plus drôle du tout. On l'a très vite arrêté, on a dit non, stop, arrête. Et forcément on a réalisé qu'il y avait une vraie ferveur en cette sainte, une vraie croyance. Parce que bon, quitte à faire un vœu, c'est vrai, même quand c'est juste un signe sur la joue, on fait des vrais vœux, on joue le jeu, quoi. Et là, c'était tellement fort de toucher ce secret-là aussi, le feu du secret, là, pour le coup. Je dis, ah ouais, mais en fait, il y a une vraie ferveur.
à être là ensemble avec cette sainte païenne, avec tout ce qu'on a pu inventer de cette histoire. Et en fait, c'est salvateur, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sait tous qu'on est très loin, enfin en tout cas à Nice, on est très loin de pouvoir vivre une commune telle qu'on peut le faire à petite échelle. On est vraiment, on est arrivé après la grande destruction, et en même temps, il y a encore quelque chose qui vit, quoi. Donc moi, je ressens ce que tu dis, même en parlant depuis l'endroit où tout a été théoriquement détruit. En fait, il y a encore ça partout. Donc le rituel, il permet il crée un dispositif qui peut amener les gens à toucher un peu ça, en fait. C'est comme, on employait le mot pédagogie, qui n'est pas très joli, mais c'est quand même ça. La pédagogie de la fête, elle permet ça, elle permet de peut-être éventuellement pouvoir toucher un petit peu ça en passant toutes les étapes du rite et en sentant qu'on est soi et on est tous à la fois. Donc voilà, c'est ça que je voulais raconter, cette idée d'invention de la tradition qui sûrement parle aussi aux musiciens, et comment en fait aussi beaucoup de gens qui étaient au tout début de cette fête ont pensé inventer vraiment une tradition, et qui, avec le temps, se sont rendus compte que finalement, ils n'avaient fait que refaire des gestes qui existaient déjà, à un moment où il y avait déjà des fêtes à Nice. Tout ça a été fait sans conscience de la continuité. Mais ça s'est fait quand même dans une continuité. Et donc c'est ça qui est beau, c'est cette continuité avec vraiment cette force du pouvoir de l'invention, quoi. Dire, mais c'est nous qui l'avons créé. Et les gens ne le savent pas et l'oublieront, mais ça restera là, mais il y aura eu cet acte créateur. Et donc c'est ça qui est fort. Par rapport aussi à la répétition, au fait que je pense ce qui est efficace aussi, c'est pour ça que la notion de tradition m'intéresse, c'est le fait que ça se répète en fait. Donc là je ne sais pas si à la Sainte-Marthe l'année prochaine on refera le pain, mais ce que j'ai trouvé d'efficace dans cette volonté de vouloir créer une fête qui reviendrait tous les ans, le même jour, au même endroit, à la même heure, c'est qu'on est en dehors des aspects organisationnels et événementiels, où on va dire, bon alors, c'est quoi la date, alors on va faire un événement Facebook pour donner l'heure, et en fait, il n'y a plus besoin, dans cette tradition-là, de convoquer les gens, ils le savent qu'il y aura quelque chose, et donc c'est assez efficace, en fait, dans l'accès aussi au secret. C'est que chaque année, quand on y va chaque année, il y a forcément la prise de conscience du temps qui passe, de ceux qui arrivent, des nouveaux, de ceux qui sont partis et de ceux qui sont morts aussi, du fait que les amis morts sont quand même là. Donc ça, c'est quand même le propre aussi de la fête traditionnelle, en tout cas pour moi, telle que je la définirais, c'est cette idée de cycle, et ça nous reconnecte du coup au temps, en fait. Au temps qui... bon, alors après, il y en a qui diraient aux saisons selon les fêtes, mais c'est aussi cette conscience du mouvement de la communauté, comment elle change, comment on le mesure en fait par ce temps. C'est pour ça que c'est intéressant et efficace de trouver aussi le bon moment qui va pouvoir se répéter. Très bien dit. Donc la question qui mériterait vraiment, mais je pense qu'il y a des grands chercheurs, des grands anthropologues, je pense par exemple à Maurice Godelier qui a touché un peu ces sujets, qui n'était pas loin, mais moi je n'ai pas toujours compris. Est-ce que dans les ruptures de notre monde, de nos sociétés contemporaines, est-ce que dans toutes les ruptures que nous voyons quand même à l'œuvre, qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont accélérées, dans ces ruptures, est-ce qu'il y a une rupture dans l'identité elle-même, c'est-à-dire une accélération des changements, des modes, des codes, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, moi c'est une énigme, c'est une énigme absolue, moi j'avais écrit dès 1993, mais depuis la rasée, moi je n'ai pas les éléments, mais je me suis toujours demandé s'il n'y a pas une rupture dans le mode de production de l'identité.
ce qui est complètement différent. Parce que si on a une rupture dans le mode de production de l'identité, c'est-à-dire faire un lien, se retrouver un lien, ça ne passe pas du tout par des mêmes canaux, par des mêmes attentes. Et alors celui qui, à mon avis, là, le mieux dit, je l'ai écrit dans le manifeste de la Rendée, il a écrit, là, il a posé le pied, là, je trouve que c'est génial. C'est Jean-Pierre Lebrun, qui est un psychanalyste belge, qui est venu à nos journées, où il dit exactement ceci, quelque part, dont il parle de, on va dire, de la fragmentation du monde, des recompositions tout azimut dans tous les domaines. Et il écrit exactement, vous allez voir ce qu'il écrit, je vais voir, je retrouve, ce monde, dans notre monde, ce monde qui n'arrive plus à faire un lien social, pour une c'est bien d'accord, il y a quand même beaucoup de liens sociaux, mais ce monde qui n'arrive plus à faire de lien social, ou alors faudrait-il dire qu'il n'arrive pas encore à se faire autrement qu'hier lien social. Voilà. C'est-à-dire comment réinventer le lien social avec des codes, des modes, des rituels, des formes, des canaux complètement différents. Et moi je pense que c'est ça. Et c'est pourquoi il me semble que dans cette évocation du rituel, il y a la forme qui contient le fond. Hein. Je crois qu'Anaïs l'a bien démontré. Mais je pense qu'il y a quand même d'abord l'intention. Il y a l'intention. Et après, il va y avoir une forme qui va correspondre à l'intention. Donc, excusez-moi, après, je peux le dire, j'en ai parlé à quelques-uns, c'est que plein de gens inventent des rituels formidables, des petits ou des grands, comme dit Anaïs, des choses qui sont parfois... Chez nous, à la Rasée, on a combattu pendant 10 ans pour le maintien de la Poste. Donc, la Poste ne faisait que nous dire, ça ne travaillait pas la Poste. Donc, on a dit, on va leur montrer qu'on travaille. On a confectionné pendant une semaine tous les cartons que le village contenait, des boîtes, des moyennes, des grandes, des petites, des cartons télé. On a fait une montagne de cartons, on les a mis en bleu, en jaune, couleur de la Poste, on avait des pochoirs, on a mis le tampon de la Poste, et on a mis une montagne de cartons devant la Poste. Et alors là, c'était spectaculaire, parce que toutes les télés étaient passionnées, donc ils l'ont diffusé à toute la France. Le lundi matin, la Poste disait, vous avez ce que vous voulez. Ils n'ont pas discuté, quoi. Voilà, on les avait vraiment, on les avait retournés là, mais c'était extraordinaire, parce que dans ce rituel, alors que, mettons, dans une pétition, les gens auraient signé tout ça, mais là, tout le village était enthousiaste, parce qu'il y avait un côté carnavalesque, il y avait un côté facétie, la Poste perdait la face, quoi. Et c'est nous qui avions retrouvé les petits poussés, on avait retrouvé la dignité, quoi, à travers ça. Et alors, ce que je veux dire, c'est que partout, il y a cette recherche qui se prépare, qui se fait. Par exemple, chez nous, actuellement, il y a une volonté, déterminante d'ailleurs, du club de football d'aller vers le village. Ils sont trop coupés du village. Donc étant coupés du village, et ils cherchent des formes et ils ne les trouvent pas, mais ils vont peut-être les trouver. Alors, par exemple, ils sont en train de dire on va faire des soirées à thème, on va faire venir les gens du village sur des matchs et tout ça. Moi je ne pense pas que ce soit ça, tout à fait. Et d'autres disent on va faire le calendrier, les jeunes. Mais par exemple, si jamais on voit, parce qu'actuellement c'est ça la fragmentation, si on voit les jeunes joueurs du stade rentrer dans les maisons, donc ça c'est un rituel, c'est gagné. C'est-à-dire on va avoir en chair et en os des gens qui sont sur un calendrier. On va les voir, ils vont être à la table. C'est plus pareil, ça change tout. Et je crois qu'il y a plein de choses comme ça qui s'inventent et qu'il faut inventer. Oui. Ouais, juste, je pense qu'il ne faut pas donner aux chercheurs trop de pouvoir non plus. Imaginez que il y a des chercheurs qui sont là aussi. Tu vois, par exemple, non mais c'est parce que souvent on entend... Par exemple, il a touché du doigt facilement notre question du mode de production de l'identité. Ouais, et l'identité, c'est pas tant, je pense que c'est quelque chose qui dérange. Là, par exemple, à Nice, c'est pas que ça dérange, c'est que c'est pas efficace dans la création du mythe et du rite qui a été souhaité, je pense. C'était pas nécessaire non plus, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité pour certaines personnes de revendiquer une identité et qui vont créer des fêtes autour de ça, mais dans le contexte niçois, ça emmène vraiment ailleurs, ça emmène pas forcément dans le même secret du feu. Il y en a peut-être un aussi, mais et donc l'identité, elle est pas... c'est pas que ça dérange, c'est que je pense que c'est quelque chose qui n'a pas d'efficacité et de fonctionnalité dans la fête. Contrairement à la pratique, à la praxis aussi, le fait que en faisant, on va apprendre des choses sur soi, sur le groupe et sur le lieu. Moi, je trouve ça intéressant de rajouter le lieu dans cette histoire de rite et de mythe. Le rite et le mythe, pour l'anthropologie, c'est comme la poule et l'œuf, en fait.
C'est vraiment ça, il y a toujours eu cette question, qu'est-ce qui a précédé, lequel a précédé à l'autre, alors qu'en fait ça part d'un même mouvement, hein, selon moi, et que le mythe, justement, peut changer. Le rite est une forme avec du fond, mais le fond peut aussi être déplacé, il peut être avec un rite identique. Donc, et de rajouter au rite et au mythe le lieu, je trouve que ça définit pas mal ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. Pour que ça marche. Là, je parle un peu en termes d'efficacité et de fonction, parce qu'on est un peu aussi dans cette idée-là de qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Donc, c'est un peu, comment dire, pas mode d'emploi, mais un peu trivial. Mais voilà, c'est plus, je pense, la pratique qui va être fondamentale, plus que l'identité en elle-même, et la politique, c'est-à-dire le sens. Non, je sais, mais c'est pas grave, je continue le truc, c'est-à-dire le mot dérange peut-être certaines personnes, mais ce qui dérange le plus, moi je trouve, c'est quand on parle de tradition par exemple, où là il y a vraiment quelque chose qui dérange beaucoup. Comment un mot qui parle de transmission, qui parle de continuité, qui parle de ces choses aussi indicibles, a été vraiment stigmatisé comme étant passéiste, comme étant réactionnaire, comme étant dangereux, comme étant le poids de la communauté sur l'individu, donc la restriction de la liberté individuelle, enfin, tout ce mot de tradition, dans le sens commun aujourd'hui dans les lieux qu'on habite, il peut vite être enfermé là-dedans, alors que c'est ça que j'ai trouvé intéressant en observant cette fête niçoise, c'est que dans un pays où la tradition, justement, elle est enfermée dans quelque chose de très très identitaire, très excluant, très réactionnaire, et ben, le mot a quand même été saisi pour sa force légitimante, en disant, ben voilà, notre seul moyen d'occuper l'espace public, de le récupérer et de faire lieu dans une ville où on nous empêche de faire lieu, et ben, c'est d'avoir une tradition. Ça nous rendra légitime de le faire. On va retrouver une légitimité à occuper l'espace. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup appris, même moi en tant qu'anthropologue, en tant que chercheur. Les anthropologues ne font qu'apprendre des terrains où ils vont, en fait. Hein. Ils ne vont pas arroser de leur savoir les groupes qu'ils étudient, c'est bien le contraire. Et donc, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est comment on peut se saisir de ces mots, remettre du sens dans ces mots, et des mots qui sont pas juste des mots, quoi. La tradition, c'est quand même cette continuité, cette transmission, et comment on peut s'en saisir aujourd'hui. Enfin, quelqu'un comme moi, qui justement vient de la rupture, vient de l'absence et du manque, comment eh ben, on peut trouver un chemin pour pouvoir accéder, moi aussi, à peut-être ce secret du feu. Voilà, non, mais c'est vrai. Je vais juste rajouter un point de vue. Je ne sais pas du tout si c'est bien utile dans la conversation, là. Mais on a parlé un peu avec Laurent hier soir, vite fait, du spectacle qu'il a proposé sur cette idée de Boulanger, Alpaïs, etc. Et dans le contexte dans lequel moi j'évolue, qui est le contexte des associations de musique traditionnelle en Auvergne, il y a quelque chose d'assez vraiment de fort dans les problématiques systématiques en fait, qu'on rencontre quand on essaie justement de parler de cette idée, c'est que le rituel, chez nous, c'est de partir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est inscrit depuis je sais pas, bon, historiquement, on peut attester qu'il y a des vagues d'émigration très très importantes à partir du XVIIe, mais qui sont systématiques de génération en génération. Le tropisme absolu, c'est d'aller à Paris, et puis une fois qu'on a gagné un peu d'argent, de revenir. Et l'identité auvergnate, si on parle d'identité, en tout cas le foyer, pour parler de feu, des ressources culturelles de notre pays, il se
il se recompose, il se fabrique à Paris, c'est-à-dire dans une diaspora, etc. On dit toujours que on est le pays des sources. Effectivement, il y a beaucoup de sources chez nous, puis comme on est au milieu de la France, alors ça arrose comme ça. Et effectivement, c'est le pays de la source, dans le sens aussi du pays de l'origine, de quelque chose qui est fantasmé comme une origine, comme une matrice, mais qui n'est visité qu'en tant que matrice, qu'en tant que quelque chose qui ouvre sur ailleurs. Et donc quand on ne participe pas au rituel de partir, justement de s'exiler, voilà, et ben en fait on est dans un paradoxe, quoi. C'est-à-dire que fabriquer ici, dans son village, quelque chose qui fluidifie les mises en contact autour de ses ressources culturelles, etc., est compliqué parce que vraiment la cristallisation de la culture auvergnate, c'est quand même le départ, quoi. L'exil, et puis ensuite on revient et on raconte comment ça a été dur à la ville. Voilà, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça peut développer, enfin je ne sais rien, moi je fréquente Anaïs Iris depuis 2-3 ans et je suis très, très, très sensible à ces démarches autour donc, de la création de rituels et de l'entretien en tout cas de ces formes-là de partage, d'échange et d'imagination. Et c'est évidemment des choses que chez nous on essaye aussi un petit peu de faire dans des contextes un petit peu différents, parce que nous on a des outils qui sont des outils associatifs d'organisation d'événements culturels en fait, hein, dans le domaine des musiques traditionnelles élargies, mais on est quand même dans cette forme un peu d'organisation. Voilà, on va voir les maires, on va demander un peu est-ce qu'on peut avoir les clés de la salle, tout ça, est-ce qu'on peut pas faire ça. Et après derrière, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a quelque chose qui se réinvente sur le pays? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, l'esprit de clocher, c'est quelque chose qui est chez nous est très très mal vu, mais pas que par le politique. Nous, on n'a pas cette problématique du tourisme, par exemple, qui vient piller les... Nous, on a une problématique d'une névrose, en fait, vraiment d'un truc qui est dans notre tête, qui est que le pays n'est pas viable, en fait. Il n'est pas valable en soi. Il lui faut son extension parisienne ou voilà, cette distance-là pour pouvoir exister et être viable, quoi. Voilà. Moi, je crois qu'il dit quelque chose de très important. C'est la tradition française de faire des ruptures. C'est notre tradition. Et si on se compare, je connais 3 pays un peu mieux, l'Angleterre, les États-Unis, malgré tout, hein, et l'Espagne, mais ils ont à cœur de tenir le fil. Alors que nous, depuis très longtemps, même nos instituteurs, relisant les textes des instituteurs en 1880, l'idée c'est de chaque fois repartir sur un nouveau pied, être moderne, faire ses ruptures. Donc il faut que notre identité se fait avec cette notion qu'il faut une rupture. C'est ça qui nous rend extrêmement difficile et que le mot tradition est mal perçu par beaucoup. Il est dans la tradition française de couper les traditions. Et depuis longtemps, je me dis qu'on a coupé des têtes au roi et qu'il y a quelque chose en liaison. En fait, moi, ça fait à peu près 10 ans que j'ai déménagé, que j'ai rencontré aussi notamment Anaïs et puis tout ce collectif qui fédère et qui organise plein de choses. Donc je suis allée à Santa Capeline, j'étais très initiée au carnaval, etc. Mais en fait, moi, je suis alsacienne d'origine, donc de génération en génération. Et donc, je me suis beaucoup posé la question aussi, mais moi, quelles sont mes traditions? J'y ai beaucoup réfléchi. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré moi, j'avais des rituels dans l'année qui étaient associés à ma religion, à ma région de naissance, donc qui est Alsace, Strasbourg. Et je me suis rendu compte que mes rituels étaient très associés justement à la religion catholique, parce que l'Alsace, c'est une région encore très, très catholique, et notamment Noël. Donc nous, Noël, par exemple, en famille, avant Noël, on fait des bredelen. Ça peut paraître anodin, mais c'est une grosse
C'est un gros travail colossal de faire des petits gâteaux. Donc chaque famille prépare ses brédeleux. Et en fait, ces brédeleux, ils se baladent un peu partout. Donc moi, je fais chaque année dans un Montpellier. Et en fait, on se les offre de famille en famille. Voilà, je vais penser à ça, mais je pense aussi à la Saint-Nicolas. Donc la Saint-Nicolas, c'est le patron des écoliers. Donc le 6 décembre, on fait la Saint-Nicolas, mais encore maintenant, moi j'ai 35 ans. Ma mère, chaque année, nous envoie un petit colis de la Saint-Nicolas avec les pains d'épices, les mandarines. Et nous, on ne mange pas, par exemple, de mandarines avant le 6 décembre. C'est une espèce de... Je sais pas, une règle qu'on s'est un peu attribuée, mais en fait, c'est un rituel. Et moi, si j'en mange avant, presque, je me dis, ah, c'est dommage, donc de toute une fête d'attendre le 6 décembre. Voilà. Bon, tout ça c'est des exemples. Ça pour dire aussi que là, on parle beaucoup de comment inventer des rituels, et moi, j'ai aussi envie de parler de ça, comment transformer, parce que souvent, notamment Noël, moi, c'est une fête très importante pour moi, parce que je viens d'Alsace, c'est que c'est tout un truc, les marchés de Noël, c'est magnifique, on décore les villages, on met des bougies, le Saint-Nicolas, on l'attend, on lui met une carotte dans notre petit chausson, et il arrive le lendemain quand on est enfant, enfin, c'est tout un truc. On lui met un petit verre de schnapps, le schnapps, c'est la liqueur à la fenêtre, pour être sûr que ça l'attire et qu'il vienne nous apporter ces fameuses mandarines. Donc oui, je me disais comment aussi se réapproprier ce qui existe déjà et justement en lien avec les traditions. Moi j'entends souvent Noël, moi j'aime pas, et comment on peut en faire des fêtes, comment on peut amener d'autres gens. Voilà, parce que je trouve qu'aussi ça pose un poids, là je vous écoutais, assez lourd de dire là il faut inventer, il faut créer, il faut... Enfin moi je suis dans la création jusque-là et je sais aussi ce que c'est, il faut avoir des idées, il faut y aller, on est une nouvelle génération, il faut déplacer des montagnes, on est bien placé aussi pour se rendre compte que c'est pas si évident que ça. Les montagnes elles sont bien là des fois, donc comment aussi partir de ce qui existe déjà et le moderniser, le rendre... voilà, le plus proche de soi aussi. Voilà, donc c'est le lien des rites, juste pour résumer, le lien des rituels avec la religion, qui est quand même un sacré truc, et aussi comment peut-être partir de ce qui existe déjà. Voilà, c'est un peu ça. Je réagis, puis après je te... Oui, Noël, je sais pas, mais sûrement, nous, avec notre collectif, avec le CACA, c'est plutôt le carnaval qui nous travaille depuis très très longtemps. Et justement, c'est plus qu'inventer ou moderniser, c'est retrouver le sens de la fête. Et carnaval aussi a été... on parle de puérilisation du carnaval, c'est-à-dire on a cru, en tout cas dans les écoles françaises, que le carnaval était une fête d'enfants. Par exemple, que c'était une fête infantile et que c'était Spider-Man et les clowns et les princesses qui pouvaient manger des crêpes. Mais en fait, alors que même la crêpe en elle-même, c'est la pleine lune, donc on fait les crêpes au moment où il y a besoin. Et donc, par rapport à la lune, c'est dans le calendrier lunaire, le carnaval. Donc de retrouver tout ce sens-là grâce à quand même des folkloristes aussi, à des chercheurs qui sont peut-être pas prestigieux et reconnus, mais qui sont quand même, qui ont fait aussi tout un travail de description du sens de la fête. La religion catholique s'est calquée sur les fêtes qui existaient déjà en fait. Donc ce sont des fêtes païennes qui ont été réinvesties par l'Église catholique, que ce soit Noël, c'est le solstice d'hiver, que ce soit Carnaval, c'est aussi un moment de fin d'hiver. Qui est rude, et l'arrivée du printemps, etc. Et donc, en pratiquant le carnaval, nous-mêmes, on se reconnecte à ça, alors que c'est pas du tout une idée New Age, oui, super, les saisons, la nature, parce que ça pourrait être aussi ça. Et pas du tout, on est vraiment dans le fait d'éprouver, avec une certaine violence aussi chaque année, éprouver carnaval comme ce moment... de libération, parce qu'on n'en peut plus de l'hiver, et en même temps c'est le meilleur moment pour faire la fête, parce que l'été, même nous, c'est un peu comme les paysans à l'époque, c'est-à-dire que l'été on fait que bosser, les musiciens, et l'hiver c'est un peu le moment où on peut faire des veillées, où on peut faire nos carnets de chant, notre répertoire, essayer des choses, recevoir les gens, allumer le feu dans la maison, et carnaval c'est un peu le moment d'explosion de tout ça.
Et on se met à l'épreuve de différents carnavals, quoi. Carnaval nous met face aux saisons, nous met face aussi à la possibilité ou non de la fête, quand on la fait dans la rue. Donc Carnaval nous met face à la répression, Carnaval nous met face au collectif, à nos limites, à l'ivresse, donc aussi à comment le collectif il va englober cette ivresse, pour que l'ivresse nous mène peut-être à ce secret du feu aussi, et que ce soit pas juste une autodestruction massive, quoi. Il y a autre chose qui se passe, une transcendance, quoi. Et voilà, et c'est le sens, effectivement. Et en fait, avec le caca, on n'a rien inventé, rien du tout. On s'est juste réunis pour trouver la légitimité. C'est horrible ce mot de légitimité, parce que je pense que c'est un faux problème, la légitimité, sauf quand on souffre d'illégitimité. Et là, du coup, ça devient une vraie question. Et du coup, on s'est réunis pour trouver la légitimité d'aller faire certains carnavals traditionnels, qu'on pensait fermés, qu'on pensait intouchables. On s'est dit, ce secret du feu-là, on ne pourra jamais l'atteindre. Et en fait, en y allant, eh ben oui, en fait, on peut tout à fait... Et on n'a rien inventé du tout. Et c'est ça qui est génial, c'est que ce qu'on a réinventé, c'est juste cette force collective qui nous manquait pour y aller, quoi. Pour se dire, bah ouais, on va prendre le risque de se mettre dans la rue, de se faire taper par des flics ou de se faire tremper dans des bassines de lit de vin par des hommes sauvages masqués. Voilà, et ça, c'est fort parce qu'en fait, ça nous relie à des lieux chaque année qui sont les mêmes où on retourne, et donc à des communautés qui existent. Et ça nous relie entre nous. Parce qu'on vient de partout et chaque année, c'est un rite initiatique aussi pour les gens qui arrivent. Je sais pas, quand tu fais le caca la première fois, c'est une initiation, quoi. Mais on se réinitie chaque année. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression de rien savoir. À chaque fois, j'ai l'impression de repartir de zéro. Donc c'est ça qui est chouette. On est tous au même endroit, quoi. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on ne se comprend pas si mal que ça. On a cette assemblée. Parce qu'on aborde des sujets qui nous dépassent. Peut-être un petit peu, en tout cas moi, qui me dépassent. Voilà, donc je voudrais juste dire que je suis d'accord avec les remarques que j'ai entendues sur il ne faut pas trop mettre en avant, enfin voilà, il faut démontrer un acte, quoi. Je suis tout à fait d'accord, moi je ne fais que ça. Donc je suis concerné, mais sauf que ici on me demande de venir pour réfléchir aux identités communales. Donc, je suis bien obligé de poser le problème et de dire les petits cailloux que j'ai, voilà, tout simplement. Mais moi je vais rentrer dans mon village, sachez que je sais exactement ce que je dois faire. Et j'ai du boulot, j'ai la tête lourde. Et si on veut que le trait d'union sorte, à la fin, il sort depuis plus de 40 ans. Et il a fait écrire des dizaines, des centaines de personnes. Et ce qui chaque fois un combat extraordinaire, entre autres. Voilà, et donc voilà, mais ceci dit, je trouve que tu as dit une chose extraordinaire qui ouvre un fil, parce que, puisque nous sommes, je pense quand même, nous sommes à peu près d'accord, et on n'a pas besoin d'être d'accord d'ailleurs, surtout, loin de là, mais nous sommes à peu près d'accord sur, sur l'état des lieux, un petit peu l'état des lieux grâce à nos expériences, tout ça, mais par contre, on ne sait pas, l'avenir, il est très énigmatique, je veux dire, on ne peut qu'avoir des intuitions, tout ça, mais ce serait bien quand même que nous ayons des clés, il y a quand même des bonnes clés, comme je l'ai dit hier, il y a des milliers et des milliers de bénévoles qui se plantent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ou parce qu'ils ont mal réfléchi ce qu'ils font. Alors c'est une bonne expérience, on apprend beaucoup, mais quel dommage, quel gâchis. Il suffirait qu'ils aient quelques petits repères de base. Par exemple, s'ils pouvaient, tous les animateurs, avoir en tête que lorsqu'on fait du populaire, on est à fond dans le populaire. Et je regrette, alors il y a des fois des esprits de clocher, mais chez nous, à Bourbon-de-Lomagne, à 10 km, le monde de la culture est en crise, mais ils sont en crise parce qu'ils pensent mal, ils pensent pas comme il faut, vraiment quoi. Exemple, lorsqu'ils vont faire du populaire, ils font les condescendants. Ah, le rugby, ça c'est pas pour nous. Ah, la pétanque, c'est pas pour nous. Ah, la chasse, c'est pas pour nous. Donc lorsqu'il faut plonger dans le populaire, ils font les surplombants et les mondains. Lorsqu'ils vont faire du savant, ils considèrent que le peuple est tellement aliéné qu'il ne faut pas lui vendre du savant. Donc on lui vend une soupe. Donc on ne fait ni l'un ni l'autre. Et ça, j'insiste là-dessus. Là, je crois que ce sont des principes d'action clairs. Nous, par exemple, lorsqu'on fait le trait d'union de la Rasée, on est à l'écoute de tout le monde sans exception. On prend des retours.
et qui nous apprennent beaucoup. Mais lorsqu'on fait les journées de la rasée, mettons la démocratie, ben on ne demande pas, c'est toi qui on va inviter. Parce qu'on n'invite pas les copains, on invite, c'est toute une alchimie très savante, parce que si on invite quelqu'un sur, je sais pas, sur l'école cette année, on va avoir un intervenant sur les parents. Mais on va pas avoir 2 intervenants sur les parents. Il faut trouver, voilà, il faut occuper tous les espaces pour habiter le sujet. Donc je veux dire par là que, quand même, je pense que des principes d'action venant de l'expérience et venant de l'aide de la recherche pourraient être parfois très précieux pour éviter des gâchis, quand même. Parce que si on part la fleur au fusil, comme ça, on en prend plein la tête. Et donc, c'est pas mal. Alors, par ailleurs, et c'est là que je voudrais venir à ce que, c'est que chez nous, dans le travail des identités communales, lancé par Félix Castan, mais qui se prolonge comme on peut, il y a quand même une analogie. Chez Félix avait cette analogie en disant il y a, comment dire, pas un mystère, mais enfin, il y a quelque chose qui nous échappe, et qui est merveilleux, et qui est la vie humaine. Qu'est-ce qui pousse l'être humain à se vouloir un avenir? Qu'est-ce qui le fait persister? Qu'est-ce qui le fait se réinventer? Qu'est-ce qui le fait créer? Qu'est-ce qui le fait vivre? Qu'est-ce qui le fait rêver? Et il disait, un être collectif comme la commune, c'est un peu de la même nature. Qu'est-ce qui fait qu'une commune, alors qu'il y a plein de données socio-économiques qui fait qu'elle pourrait baisser la tête, pourquoi elle se veut toujours un avenir? Il disait, il y a un point aveugle. Il y a un point aveugle qui vraiment, peut-être que c'est le secret du feu, peut-être pas, je ne sais pas, mais qui est vraiment de la vraie anthropologie, qui descend au plus profond des êtres. Et là, il y a quelque chose de passionnant, parce que nous sommes dans un être collectif. Et un être collectif, ou un être individuel, il est vraiment fragile, il est exposé. Et voilà, il y a les ruptures, comme vous disiez, tout ça. Et alors voilà, ce que je voulais dire, et c'est là que j'en viens, parce que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est qu'en fait, comment dire, sur les concepts, tout ça, on n'est pas le produit d'un sol, mais une action humaine, tout le monde peut s'accorder, puis ça ouvre et ça déblaye les questions, les frilosités à l'égard de l'identité, parce que ce sont des frilosités inutiles, quoi, on n'a pas à se casser la tête là-dessus. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'une commune, puisqu'on parle des communes, bon, on m'a demandé de venir parler des communes, je ne vais pas parler des champignons, je vais parler des communes, enfin, le peu que je sais. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une commune, identité culturelle, c'est ce qui anime la créativité. Qu'est-ce qui fait qu'elle se donne et qu'elle se veut un avenir? Et c'est ça qui est intéressant. Alors je voudrais juste dire, et je ne veux pas que ce soit pris de travers, mais moi je pense que ce qui est important, c'est qu'une commune soit un sujet créateur par lui-même. Par exemple, nous, quand nous faisons depuis plus de 30 ans les journées de la rasée, nous le faisons sur un thème pour habiter au mieux, pour éclairer au mieux un sujet, l'école, enfin, tous les sujets qu'on fait chaque année, la démocratie, les Gaulois, le rugby, la chasse, le football, etc. C'est bien sûr pour éclairer au mieux, mais ce qui nous anime en profondeur quand même, c'est la dignité de tous les lieux de la Terre. On se bat pour la dignité de tous les lieux de la Terre, dans un monde où on dit que dans un village il ne se passe rien. On nous écrase, on nous considère comme des moins que rien. Et tu as raison, c'est dans la tête même des habitants. Voilà. Comment retourner la créativité des habitants vers l'intérieur et pas forcément toujours vers l'extérieur. Parce que j'adore, moi, les jeunes qui partent en Australie. Je les adore. Mais je me dis, est-ce que c'est nécessaire de partir en Australie? C'est peut-être pas, c'est pas une voie royale. Ce serait génial de pouvoir t'investir aussi chez toi, quoi. Je pense qu'il y a peut-être un malaise de ne pas pouvoir s'investir chez soi. Et donc, par exemple, nous, et vraiment, je vous assure, nous avons fait un livre qui va se vendre à 350 exemplaires. Mais c'est un magnifique livre, vraiment magnifique livre. S'il avait un éditeur, il aurait un destin national. Je suis sûr que c'est un des plus beaux livres en France sur le football, fait par une association qui n'a aucun moyen comme la nôtre. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, on a la volonté d'être un véritable sujet créateur. Voilà. Et donc, ça veut dire que nous, les 36 000 communes, ce sont des sujets créateurs. Et vous imaginez un peu la libération de créativité que ça peut faire. C'est extraordinaire. Et voilà. Et alors, je termine pour vous dire ceci. C'est que vous connaissez la chanson de Claude Sicre, « Ma ville est le plus beau parc ». Il y en a beaucoup qui doivent la connaître chez les musiciens. Ma ville est le plus beau parc, c'est une des plus belles chansons de Claude Sicre. Et donc, dans le livre du football, par un hasard extraordinaire, en raccourci, j'ai cité parce que j'ai fait un écho, une analogie à l'esprit de clocher. Je me suis amusé à faire, j'ai mis un article, j'ai dit l'esprit de clocher n'a pas dit son dernier mot. Pour répondre à tous les technocrates qui avaient assassiné tous les clubs de foot, qui voulaient les labelliser, les professionnaliser, les formater. Moi, je pense que l'avenir d'un club de foot, c'est le lien qu'il a avec son environnement. S'il n'a pas de lien avec son environnement, un club de foot, eh bien, c'est une activité privée.
Voilà, il y aura toujours du football, mais est-ce qu'on veut que ce soit une activité collective ou est-ce qu'on veut que ce soit une activité privée? Aujourd'hui, ça glisse vers une activité privée, puisqu'il n'y a plus de supporters. D'accord? Dans les petits clubs, je parle. Enfin, à l'OM ou à Nice, ça marche très bien. Voilà. Et donc, et voilà ce que dit Claude Sicle. Après, je vais terminer pour vous dire l'interrogation que j'ai là-dessus. Donc, un extrait de la chanson de Claude Sicle. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si elle est ton ambition. Le paradis n'est pas l'ailleurs, dont rêvent les voyageurs. Il n'est pas dans l'au-delà, ni dans aucun autre foi. Ton paradis n'est pas demain, mais aujourd'hui entre tes mains. Il est là où tu mets la marque de ta propre élévation, là où tu as construit ton parc, là où tu mets ton action, où tu mènes ton action. Voilà. Et alors, je pense que là, Claude Sicle, en mettant ça, on va dire il est idéaliste, c'est merveilleux, ça sonne, etc. Mais il pose une question fondamentale. La question fondamentale, pour moi, elle est la suivante, et j'ai perçu ça à travers un détour tout à fait étonnant, qui était le football. C'est qu'aujourd'hui, les anciens dans le football, dans les villages, ils disent « les jeunes, ils n'ont plus l'esprit de clocher, les jeunes ceci, les jeunes cela ». Bon, il faut quand même dire que les vieux, ils sont quand même scotchés devant la télé. Ils reprochent aux jeunes de ne pas avoir l'esprit de clocher, mais eux ne vont plus voir les matchs. Donc il y a un problème, quand même. Donc c'est pas, la balle est dans les deux camps, quoi, si on peut dire. Mais quel est le problème fondamental? Et c'est là le doute qui est dans les têtes. C'est que, est-ce que les nouvelles générations, est-ce que les présents dans la commune ont envie de faire de leur commune le plus beau parc? Voilà. S'ils ont l'envie, il va y avoir des fêtes comme à Nice et partout, mais est-ce qu'il y a le désir? Et là, il y a un petit doute, quoi, parce qu'on voit très bien que ce doute, il est quand même très présent partout. Voilà. Parce qu'il y a aussi derrière ça la pensée française Louis XIVienne, j'insiste, napoléonienne et macronienne, qui dit que dans les trous, il ne se passe rien. Voilà. Donc il faut changer cet esprit, quoi. Et voilà. Mais parce que le problème, c'est que c'est là où ça met un peu en doute l'axiome de Félix Castan, puisqu'il dit tu n'es pas le produit d'un solde, mais de l'action que l'on y mène. Oui, mais est-ce que tu as envie de mener cette action? Est-ce que le secret du feu, si on veut parler comme ça, est encore là pour que les jeunes générations mènent cette action? Il y a beaucoup de gens qui ont un doute, et moi je peux avoir aussi des doutes, mais vous voyez, l'enjeu, il est là, il est vraiment là, quoi. Parce que s'il n'y a pas ce désir, quoi, si ce désir s'est éteint ou si c'est atténué, si l'être collectif en mouvement, et c'est pourquoi se pose le problème du mode de production de l'identité. Parce que là, est-ce que nous sommes dans une rupture, dans une évolution, ou est-ce qu'il faut inventer de nouvelles formes? Il me semble que là, ce sont des chantiers monumentaux. Et quand je dis, moi je crois qu'il peut y avoir des grands chercheurs qui peuvent beaucoup nous aider, parce que je ne sais pas si nous on peut trouver la solution à ça. Merci. Je voulais juste raconter une petite histoire d'une chose qu'on a vécue nous avec Marie, qui peut-être est un tout petit bout de réponse à la peur du vide que je perçois beaucoup là, sur quoi on peut s'appuyer pour créer de nouveaux rituels. Et c'est vrai qu'on se sent un peu vide des fois. Et en fait, pour dire que des fois la nécessité, si on met un peu de sens à résoudre des problèmes, des fois il y a des choses qui peuvent se passer. C'est l'histoire, c'est qu'avec Marie, on a fait partie des premières familles qui ont été à la création d'une des écoles calandrettes du Minervois. Donc les écoles calandrettes, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est des écoles où l'enseignement se fait en occitan. Et donc ce sont des écoles qui sont à leur création, qui sont très peu financées, mais qui ont la volonté d'être gratuites. Et donc la règle de base, c'est les parents organisent des événements pour trouver du financement pour faire tourner l'école. Et donc on était avec Marie chacun membre d'un groupe de musique qui a pu faire première année un concert de soutien, la deuxième année un concert de soutien du groupe de madame, l'année d'après à nouveau un concert de soutien du groupe de monsieur. Et bon, au bout d'un moment on s'est dit ça va vite tourner en rond et il fallait trouver des sous et on organisait des petits événements qui rapportaient pas beaucoup parce que on ne savait pas trop faire les uns les autres, ça démarrait, une équipe qui démarrait, on a fait beaucoup de crêpes, vendu pas cher, passé
temps énorme à rentrer, 300-400 euros dans des petites opérations. Et donc, comme quand même il y avait des ateliers de chant dans le pays du Minervois que je menais, qu'on a mené à plusieurs, des ateliers d'initiation à la espèce de polyphonie de comptoir comme ça, apprendre à se régaler ensemble. J'ai un peu amené ça auprès des parents de l'école et du coup est née l'idée de créer une fête autour du chant. J'avais entendu parler que dans le Minervois il y avait une fête ancienne pour accorder à Noël, donc qu'on appelait le Nadalet, qui se passait autour de la Sainte-Luce. Donc c'est le début de la période du solstice d'hiver, le moment où on bascule de l'ombre à la lumière, le moment où les jours commencent à rallonger. Et c'était des fêtes qui chez nous prenaient l'allure de charivari un peu. Il y avait l'idée de bruit dans ces fêtes-là, l'idée de faire du bruit dans les rues. Et du coup, voilà, tout ça mis en mouvement, là, tous ces ingrédients, on est arrivé à penser à un week-end de fête autour de la Sainte-Luce, qui était une rencontre de groupes qui sont un peu dans nos démarches de nouvelles polyphonies, ces choses qui s'inventent depuis encore une nouvelle pratique traditionnelle qui s'invente, dont on n'a pas trop parlé, je crois, ce week-end, les polyphonies, la polyphonie languedocienne, provençale, des choses qui sont en train de naître depuis 20 ans, et toujours en train de naître. Donc c'est une rencontre de groupes comme ceux-là, qui se réunissent et qui amènent chacun un morceau à proposer au chœur éphémère qui est donc constitué. Et puis, donc c'est un travail de ces groupes. Et ce qui se passe à un moment dans le week-end, c'est que le samedi soir à 18 h, on éteint les lumières communales, municipales, et on part pour une balade chantée dans les rues sombres. Des chanteurs se mettent au balcon, chez des gens, chez les uns, chez les autres, dans la rue, et on part pour 1 heure, et avec juste une idée qui est venue de cette idée du solstice et du retour de la lumière, c'est que les gens se sont habitués, ils savent maintenant, le public, c'est qu'il doit apporter lui sa lumière, parce qu'on va éteindre l'éclairage public, c'est aussi bête que ça. Donc des gens fabriquent des lampions avec leurs gosses, d'autres on achète 4 ou 5 torches, histoire qu'il y ait un peu de feu vraiment. Il y a voilà, des lampions, les plus étourdis allument leur iPhone, leur frontal, leur briquet pour vraiment voilà. Et voilà, et ça se balade pendant 1 heure. Et 1 heure, 1 heure et demie, dans le froid, dans le vent, souvent. Et voilà, c'est tout. Et on se retrouve, on boit un vin chaud, et ensuite la soirée continue. Et là, il y a une entrée payante pour rentrer les sous pour la calandrette dont les parents font à manger, font à boire, et rentrent une grosse partie du budget annuel du fonctionnement de l'école. Voilà. Alors, ça a plein de limites, mais ça a créé, là on a fait les 10 ans l'an dernier, ça a participé à créer un sentiment d'appartenance, j'ai trouvé, au Minervois. Très rapidement, il y a des gens qui ont cru que c'était une très vieille fête, qu'il y avait quelque chose de sacré là-dedans. Voilà ce petit témoignage qui, pour aller jusqu'au bout du témoignage quand même, de dire la limite de cette invention-là, c'est que j'ai décidé tout seul de l'arrêter. Parce que, donc ça a duré 10 ans quand même, franchement c'est une belle fête, mais on n'a pas réussi à en faire un vrai élan collectif, comme tu racontes Santa Capelline, c'est un truc qui porte trop sur mes épaules, en fait, parce que je suis le seul dans toute cette équipe de parents à pouvoir convoquer des super groupes de polyphonie qui vont venir gratos participer à ce week-end, et que les parents ils connaissent rien à tout ça, et que c'est bien content de m'avoir, et que du coup nous, nos enfants ont grandi, j'ai plus de relation directe avec cette calandrette. Donc c'est pour dire la faiblesse aussi, quand il y a une initiative qui tient trop à la volonté d'une personne, il y a un moment, moi je me suis dit, si je m'arrête et si ça continue pas,
c'est que ça n'avait pas vraiment de bonnes raisons d'exister, voilà, et c'est le cas. Donc ça va s'arrêter, donc voilà, ça aurait fait 10 ans de belles fêtes, mais voilà, petit témoignage d'une tentative réussie quand même. Moi, je ne pense pas qu'il faille opposer la question de la rupture et de la continuité. Je pense que c'est peut-être des phénomènes qui peuvent aller ensemble aussi. Vous avez cité par exemple les États-Unis, mais quelle tradition sur quelle tradition, en fait, les États-Unis, qui sont finalement une nation très jeune, se sont constitués sur des massacres, sur plein de choses, en fait, et notamment la quasi-élimination de certaines cultures et des génocides. Donc, effectivement, la tradition, c'est important, mais il y a également des mythes à déconstruire, et en fait, tout l'intérêt pour moi, c'est quelle tradition on constitue ensemble. Et effectivement, la question des réinventions me paraît aussi très intéressante. Je crois qu'elle est partie. Mais du coup, ça pose aussi effectivement la question des échelles. Peut-on vraiment tout changer? Peut-on vraiment tout changer au niveau communal? Moi, je pense que c'est super, vraiment, ces initiatives où en fait, on retrouve un peu de l'agency, comme dirait Hippie Thompson, vraiment de l'élan collectif, de la créativité. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est nécessaire au changement social et en fait, pour retrouver un sens aussi dans la vie, tout simplement. Mais effectivement, il y a d'autres questions qui se posent. En fait, il y a des tendances dominantes, il y a le marché global, il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne peut pas s'abstraire en fait, de ces questionnements si on veut vraiment en fait, perpétuer ces rituels et perpétuer l'esprit communal, etc. D'ailleurs, c'est pas pour rien à mon avis que certaines communautés ont perdu leur âme, leur tradition. Il y a plein de questions d'exode rural, il y a eu plein de questions. Et en fait, je pense qu'il faut toujours recontextualiser et à la fois, voilà, vraiment s'intéresser au processus historique. Et beaucoup, dans les traditions, etc., en fait, c'est des choses aussi qui sont liées au phénomène de mémoire. Et en fait, les mémoires se constituent. Par exemple, on a discuté beaucoup sur le mouvement occitan. Il y a beaucoup de mythes aussi autour de quelle a été l'histoire. Donc voilà, je pense que c'est très important et c'est pour ça que tu le disais par rapport aux chercheurs aussi. Bien sûr, ils n'ont pas tout pouvoir, mais c'est quand même important parce qu'ils amènent des outils qui permettent de complexifier la réflexion et de prendre tous les facteurs en question. Vous voyez le pain qui pousse? Ouais, ça pousse. Et pendant ce temps-là, le pain pousse. Alors, c'est dire un peu aussi que plutôt que de chercher vraiment à inventer, c'est chercher un petit peu à habiter et à s'intégrer s'incarner un peu dans les choses. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, qui sont quand même la partie commune du langage. On utilise des mots et en fait on n'y met pas le même sens, quoi. Et repenser le sens des mots, on est un petit peu dedans dans un certain milieu artistique, on va dire. On repense un petit peu parce que il y a valeur de symbole. Le mot, il a une valeur symbolique. Enfin, c'est ce que j'en ai compris. Et le son lui-même précède le mot. C'est déjà les mots sont que des sons sur lesquels on a mis du sens. Et quand on fait de la musique, quand on malaxe de la matière sonore, en fait, on est dans quelque chose d'assez primaire par rapport à ça. Et on peut arriver, au travers d'un mot, au travers d'un son, à donner vraiment une présence particulière jusqu'à une personnalité. Est-ce que c'est l'aboutissement? Mais en tout cas, c'est pour dire que ça peut aller très loin. On sait, par exemple, c'est un gag commun qu'on a dans la musique, d'écouter 3 secondes des choses en disant « ça c'est Miles ». Voilà. Bon. Il a donné un son et il y a tout un univers qui s'incarne là. On va donner une personnalité vraiment très précise dans la chose. Et retravailler le tronc commun qu'on peut avoir au travers du mot, c'est pas simple parce que certaines personnes accaparent un mot, ils disent que c'est comme ça, ce mot il définit ça, et en fait on est un peu des fois choqués. On se dit, mais non, ça n'a pas que ce sens-là, quoi. Et il y a quelque chose d'assez, ce qui nous relie là, une forme assez, qui peut toucher peut-être au rituel, il y a des mots qui nous sont confisqués, par exemple. C'est difficile d'utiliser le mot communion, par exemple, parce que c'est dans une croyance, alors que moi j'ai le sentiment que dans des concerts, quand on arrive à certains, c'est pas forcément à tous les concerts, mais ça nous arrive,
à un moment donné, on a vraiment un sens de communion. C'est-à-dire que, comme je le comprends, on est tous sur la même pensée au même moment, à un moment particulier. Et ça crée une émotion particulière, on la ressent tous, l'auditoire, tous les gens qui sont présents, ils savent. Et ça, c'est un moment de communion pour moi. On n'est pas à l'église et tout, mais ça a la même valeur. Et il y a des mots comme ça qui dérivent, on peut les utiliser un peu n'importe comment. Et je pense que si on cherche à les réhabiter, il peut y avoir tout d'un coup une prise de sens commun qui donne, qui nous replace dans des actions, dans des pensées qui ont cette valeur. On a un peu la chance, je pense, qu'on met l'accent de la matière artistique. Quand c'est un peu notre occupation première, on y passe beaucoup de temps en tout cas, à retrouver ce sens créatif. Mais quand on dit créatif, ça veut pas dire qu'on fait quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'en fait, on recompose un agencement particulier avec des éléments qu'on partage tous déjà en fait. C'est juste qu'on va lui donner un axe, un éclairage particulier. Et d'un seul coup, cet éclairage-là, il a un sens, on l'a un petit peu conceptualisé, on y a pensé avant. Et moi, je sens que la place, notamment des artistes, enfin des gens qui sont en démarche artistique, c'est d'inviter les gens à revenir sur ce muscle, sur ce geste. On fait du pain, on peut inventer des choses en faisant du pain, on peut créer en faisant du pain, on peut créer en faisant du ménage, on peut habiter ces gestes et ces mots. Et c'est un élément qui peut participer à nous relier assez facilement. Et puis naturellement, à partir de là, trouver des axes, des choses à développer. À partir du moment où on a ce sens commun, ça peut être une action à coup, on peut passer, ça peut circuler. Il y a une liberté, on n'est pas collé forcément à des rituels. Si on donne un sens premier, revenir à des choses plus essentielles, on a une tendance à courir après plein de choses à faire, parce que si on prend conscience des problèmes du monde, on se dit mais là, alors qu'en fait, j'ai le sentiment que toutes ces choses, en fait, elles démarrent de choses très primaires et très très simples au tout départ, sur lesquelles on ne travaille peut-être pas assez. Ça nous éviterait de courir dans tous les sens. Certainement, mais travailler sur ce sens premier, ça donnerait un peu plus de puissance. Enfin, je m'attelle un peu à ça, à donner de la puissance depuis un centre, parce que j'ai une grosse tendance à me disperser. Et donc, ça m'aide de penser comme ça. C'est le moment de conclure, non? Je ne sais pas.